Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entrepreneurs de Bordeaux et de sa région. Je suis Théo Robache, formateur à la prise de parole en public et entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Chefs d'entreprise, artistes sportifs, mes invités créent, suivent leurs rêves et vivent la vie qu'ils ont choisie. Je m'intéresse à leur parcours, leurs échecs, leurs réussites, pour vous transmettre cette envie d'entreprendre et de mener une vie qui vous inspire, dans laquelle vous allez vous éclater. Avant de commencer, je souhaite vous parler de l'agence Pertinence. C'est la Dream Team dont vous avez besoin pour développer votre marque, appuyer votre visibilité sur le digital ou encore déléguer votre marketing. Leur talent, c'est d'amener votre entreprise là où elle doit être et elles le font avec brio. Notre point commun, c'est d'accompagner le développement des entrepreneurs et de le faire avec une énergie débordante. Alors allez toquer chez Pertinence de ma part et vous serez reçu par une équipe pleine de peps qui vous conseillera en visant juste pour développer votre activité. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Barre, fondateur du Darwin Ecosystem situé sur la rive droite à Bordeaux, quartier La Bastide. Philippe est un personnage engagé, passionné, qui aime la radicalité puisqu'il le dit lui-même, elle sert à transformer les convictions en action et surtout, c'est quelqu'un de fondamentalement attaché à sa liberté. On revient sur son parcours, depuis ses premiers engagements à Arcachon jusqu'à la création du Darwin Ecosystem. On aborde ses prises de conscience écologiques, ses débuts dans l'entrepreneuriat et la création d'une agence web et communication, l'histoire de la création de ce lieu si emblématique de Bordeaux et ses rebondissements, et enfin de celles et ceux qui l'inspirent. J'ai adoré cet échange avec Philippe et découvrir ce qui l'anime profondément. Un épisode trop court à mon goût car j'aurais voulu lui parler de plein d'autres sujets, mais on verra pour enregistrer la suite plus tard. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Salut Philippe. Salut. Et merci d'avoir répondu à mon invitation. Avec plaisir. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, je suis Philippe Barre, je suis fondateur du Darwin Ecosystem à Bordeaux, sur la rive droite appelée la Bastide, et on est situé dans l'ancienne caserne militaire appelée Niel. Ouais. Parfait. L'idée, c'est de, comme je te disais, comprendre ton parcours, voir ce qui t'a amené jusqu'ici. T'étais pas forcément destiné à faire ça, si je ne m'abuse. Il y avait et puis c'est rigolo d'ailleurs. Donc en préparant l'interview, je vois que tes parents étaient pas vraiment dans ce milieu-là. Étaient peut-être plus destinés à reprendre un peu ce qu'ils allaient faire, non ? Alors j'étais pas destiné, tout est relatif, à mais reprendre. ouais. Je pense que justement on n'a pas à être destiné à quelque chose à l'avance. Ouais. Un parcours de vie, ça se construit, ça s'invente et c'est le chemin qui fait qu'on fait telle ou telle chose. Ouais. J'ai pas l'impression d'être dans un secteur particulier. Quand on me pose la question quel est ton métier, je suis bien incapable de répondre. D'ailleurs, mes enfants me disent qu'ils ont des problèmes à l'école à répondre à la question profession du papa. Ouais. Et donc voilà, j'ai pas l'impression d'appartenir à un secteur d'activité, contrairement à mes premières expériences professionnelles dans lesquelles je pouvais cocher des cases. Et peut-être que je suis ravi d'ailleurs d'être dans une situation aujourd'hui où tout simplement ça se range pas dans une case. Ouais. Et je pense que justement les chemins qu'on a intérêt à entreprendre désormais, c'est des chemins où on se fait pas ranger dans une case, où on se fait pas poser des étiquettes. Je crois beaucoup plus à cette pluralité de destin. Ok, parfait. Parce que quand t'étais petit, j'ai lu que t'as rêvé de plusieurs choses, d'être coiffeur d'abord, ensuite archéologue, après architecte et designer. Ah oui, alors je sais pas où est-ce que il y a ce genre de choses qui apparaît, parce qu'il y a eu beaucoup plus d'envie que ça. Okay. Oui, quand j'étais tout petit, genre maternelle CP, je coupais les cheveux. Donc voilà, je trouvais que c'était chouette d'être coiffeur. Après, j'ai voulu encore enfant être archéologue parce que j'étais passionné
Ça me passionnait de l'histoire de l'Antiquité notamment. J'étais très très intéressé par tout ce qui était antique. Et puis après j'ai eu d'autres passions, notamment le surf et la glisse, qui m'ont amené à m'ouvrir très certainement au champ du respect de la nature, qui est quelque chose qui m'a habité assez tôt. Quand tu dis assez tôt, c'était à quel âge? C'était à l'âge de 14-15 ans, à la création de Surfrider Foundation notamment aussi, quelques années après, où ça m'a paru évident de prendre mon adhésion à ce moment-là et de trouver auprès de cette ONG un de mes premiers engagements citoyen et associatif. C'était les années 90. Je me souviens aussi de la création d'Ushuaïa. Avec mes potes, on regardait Ushuaïa qui était le magazine de l'extrême, des sports extrêmes, et on a d'abord commencé à regarder pour cette raison-là. Et puis finalement, Nicolas Hulot à l'époque a été un des premiers, peut-être après Cousteau, mais à donner accès à l'émerveillement et l'observation de la nature. Et c'est vrai que ça m'a amené à me poser des questions très tôt sur à quel point notre modèle de vie était vraiment éculé et devait véritablement prendre une autre voie, un autre chemin. Ok. J'avais vu aussi que même dès 9 ans, parce que tu étais parti en Allemagne. Je crois que t'étais 9 ans. T'es bien au courant. Ah, je m'enseigne un peu. Quand je te comparais à Ardisson tout à l'heure, je me trompais pas trop. Il y a que la coke qui nous différencie. je te laisse la paternité de tes propos. Mais ouais, j'avais vu qu'à 9 ans, déjà, t'avais aussi vu ce qui se passait en Allemagne. Ils étaient déjà bien un peu en avance sur nous. Et ça aussi, j'imagine que ça a pris... Oui, lors d'un voyage scolaire, en fait. On était logés dans des familles et la famille qui m'a accueilli, triait ses déchets. Et en fait, quand j'avais 9 ans, c'est il y a très longtemps. C'est début des années 80. En France, beaucoup de gens fumaient dans leur bagnole et tapaient leur cendrier de voiture sur le bas de caisse en ouvrant la portière et en vidant les cendriers dans la rue. On était dans une dynamique où on jetait, on enfouissait. Il y avait des décharges sauvages en France, il y avait tout ça. Donc quand j'ai vu véritablement dans cette cuisine les bacs de tri les uns à côté des autres, c'est quelque chose qui m'a frappé. C'est mon premier souvenir d'une conscience écologique. Ok, ça marche. Après, j'avais lu aussi qu'à tes 15 ans, donc peu après pour le coup la Surfrider Foundation, tu parlais de glisse, mais il y a l'histoire d'un skatepark aussi, à Arcachon. Ouais, c'était vraiment très renseigné. Attends. Parce que je trouve que c'est intéressant de voir... tu vas nous raconter l'histoire de ce fameux skatepark et de voir aujourd'hui qu'on a le plus grand de France, le club le plus grand de France de skate juste à côté de nous, là, parce qu'on enregistre à Darwin pour le coup. Est-ce que tu peux nous en parler là aussi ? Oui, avec mes copains, on skatait dans la rue. Donc souvent, on était à Arcachon. Moi, j'ai grandi à Arcachon. Et donc, on n'avait pas beaucoup d'endroits où skater à l'abri quand il pleuvait. On est dans une région où il pleut souvent, surtout au bord de la mer. Donc, le skate, dès qu'il pleut, c'est un peu la mouise. Un peu compliqué. Et donc, le seul endroit où on pouvait aller skater dans ces moments-là, c'était dans les parkings abrités. Il y en avait pas beaucoup déjà. Et puis, on se faisait courser par les flics. Donc c'était quand même pas génial. Il y avait une ancienne patinoire qui avait été fermée quelques années avant et qui était assez magnifique avec des charpentes arrondies en bois qui était fermée à l'abandon. Et j'ai essayé de convaincre le maire de l'époque de nous laisser installer nos petits modules qu'on fabriquait nous-mêmes, nos modules de skate, nos banks, des mini-rampes, et de nous laisser skater là à l'abri. Et donc j'ai fait un petit projet que je me souviens, il y avait pas encore ce qu'on appelle
la publication assistée par ordinateur était peu développée à l'époque, donc je l'ai fait vraiment à la main avec mes Rotring, mes stylos fins et tout pour faire un vrai dossier papier que j'ai retrouvé il y a quelques années. Je me suis dit que c'est vrai que ça faisait pas très sérieux, ça faisait assez enfantin la façon dont c'était présenté, mais c'était sincère et il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'est que Arcachon, la mairie d'Arcachon accueillait le ministre des Sports de l'époque, qui était Roger Bambuc. Roger Bambuc, qui est un ancien champion olympique d'athlétisme et qui était ministre à l'époque. Et je suis allé devant la mairie quand il est arrivé pour lui remettre mon dossier devant le maire, qui m'a fait très vite évacuer par la police municipale. Mais Roger Bambuc a été vraiment très sympa. Et quelques jours après, j'ai reçu un coup de fil de Jeunesse et Sport. Je me souviens, il s'appelait Monsieur Labarbe, et il se trouve que par le biais des circonstances, en fait, je connaissais ses enfants. Voilà, je l'ai revu il y a pas longtemps, j'ai pu le remercier. Et j'ai été reçu dans les bureaux de Jeunesse et Sport à l'époque à Bordeaux pour expliquer mon projet. Et je crois que ça a constitué un moment important de sentir que dans le monde des adultes, certains pouvaient, et un ministre finalement, même si c'est pas lui qui m'a reçu, mais il a fait en sorte que quelqu'un me rappelle, m'écoute. J'ai reçu une lettre après qui me disait qu'il fallait que je continue à pas me décourager, etc. Et je crois que ce genre de petits signes pour des adolescents font beaucoup pour donner de la confiance en soi, pour se dire que finalement, même à l'âge de 15 ans, on peut être pris au sérieux par le monde des adultes, le monde professionnel. Contrairement au maire qui m'a traité comme un moins que rien, un débile. Et voilà, et il se trouve que dans la classe de ma fille en ce moment, depuis d'ailleurs quelques années, juste à côté de Darwin, il y a un petit garçon qui s'appelle Gilles et qui est le petit-fils de Roger Bambuc. D'accord. Et qui est venu skater dans le skatepark de Darwin maintes fois. Et un jour, je lui ai dit, et j'ai dit surtout à la fille de Roger Bambuc, sa maman, voilà, ce skatepark, il est là très certainement grâce à votre papa. C'est génial. Voilà. C'est beau, et grâce à ton grand-père. Donc c'est une chouette histoire parce que très certainement que ça m'a donné un sens de l'abnégation peut-être aussi, une envie de pas abandonner, de jamais abandonner et de se dire que un rêve est toujours possible. Et ce skatepark en est la preuve. Et je me souviens d'une visite organisée par un club de sénateurs. Pas du tout une question. Je crois pas qu'il y avait une question de droite ou de gauche. C'était vraiment c'était assez pluridisciplinaire au niveau de leurs obédiences politiques. Donc on m'avait dit voilà, on voudrait amener un groupe de sénateurs visiter Darwin. Donc ils étaient tous d'un certain âge comme beaucoup de sénateurs. Quand tu m'as dit que groupe de sénateurs, j'imaginais un club du 3e âge avec tout le respect que j'ai pour les sénateurs. J'avoue qu'ils étaient quand même ils avaient tous dépassé un certain âge et d'ailleurs certains bref je rentre pas dans les détails, mais quand j'ai vu arriver ce groupe de sénateurs et que je les ai accueillis, tout d'un coup j'ai reconnu l'un d'entre eux. C'était le fameux maire d'Arcachon qui m'avait éconduit assez vertement, que je connaissais quand même assez bien et donc je lui ai dit écoutez, vous êtes là, j'ai quelque chose à vous montrer en priorité. Et donc je l'ai amené dans le skatepark et je lui ai dit voilà, c'est ce que vous n'avez pas souhaité que l'on fasse à l'époque à Arcachon, patinoire qui a été finalement détruite pour construire avec je sais plus quel groupe hôtelier un centre de thalasso centro d'âme comme il y en a un peu partout aujourd'hui et je pense que on a perdu un lieu qui aurait pu avoir de la gueule, qui aurait pu avoir des guts comme on dit et le maire en question, le sénateur en question du coup après me répond mais j'étais sûr que tu réussirais à faire
ce que tu voulais faire, bien sûr. Un beau petit coup de violon. Voilà. De temps en temps. Donc, c'est assez rigolo cette histoire. Première confrontation avec les politiciens, un petit peu. Ouais. Je sais pas s'il y en a eu d'autres après. Ouais, mais bon, c'était une double. Il y a eu du positif et du négatif. Il y a eu on va dire le négatif, en tout cas, le non avenu, et puis un ministre qui avait un certain panache et un certain sens de l'intergénérationnel et de la transmission. Ouais, carrément. Après ça, après le bac notamment, tu tentes des études un petit peu. Je dis tu tentes parce que tu les as pas terminées. Ah ben j'ai bac plus 4 au moins, mais 4 tentatives de premières années. Voilà. C'est ça. T'as tenté Sciences Po, Tech de Co, mais t'as abandonné. Ouais, enfin non, j'ai abandonné Sciences Po, mais Tech de Co, c'est eux qui n'ont pas voulu me garder. D'accord. Alors pourquoi déjà t'as voulu faire ils t'ont viré? Pourquoi t'as voulu faire ces études-là? Quel était ton objectif derrière? Et pourquoi ça s'est arrêté en cours de route? Sciences Po parce que je m'intéresse, donc c'est au sortir du bac, moi je suis assez intéressé par des sujets très variés. Et je trouvais que Sciences Po avait une approche transversale qui m'intéressait vraiment sur une dimension de culture générale. Donc c'était plutôt ça. Après, je pense que j'étais pas assez scolaire, tout simplement. C'est pour ça que j'ai bifurqué. Tech de Co, c'est parce que je dirais que c'était peut-être la facilité à ce moment-là de rentrer dans un cursus, parce que j'avais les parents qui me tannaient pour que je poursuive quand même des études. Et qu'il fallait faire quelque chose, et ça me semblait assez pratique ou pragmatique comme étude pour aller vite, parce que j'avais déjà l'envie de m'impliquer plus directement. Donc ils m'ont viré, et là je suis parti à Boston. J'ai eu l'opportunité, mes parents m'ont donné l'opportunité de suivre une formation à Boston University. Et là, par contre, j'ai vraiment apprécié. J'ai aimé le contact un apprentissage beaucoup plus collectif, le travail en groupe, les workshops. Et je me suis vraiment éclaté. Et je suis revenu pour des questions bassement on va dire personnel, parce que j'étais avec une fille à l'époque qui était à Bordeaux. Voilà, et je suis pas reparti à Boston continuer alors que j'avais réussi mes admissions. Et j'ai commencé les Beaux-Arts. Juste après, parce que je voulais rentrer dans un cursus design graphique plus, pas l'art fondamental. Et en arrivant aux Beaux-Arts, ils ont décidé de supprimer l'option design graphique à cette année-là. Donc je suis resté une semaine. Et puis avec Jean-Benoît qui est juste à côté de moi là, exactement, salut. on a créé notre première association de création publicitaire, et on a fait non, c'était pas encore Inoxia, ça marche. Et c'était Gasoline. Et on a fait ça pendant un an. Jean-Benoît Parello était lui encore étudiant, ou démarrait ses études post-bac. Moi je les finissais. Et on s'est adressé au milieu étudiant. On s'est adressé aux BDE, aux assos étudiantes, et on leur faisait de la création de logos, d'affiches, les affiches des soirées, les t-shirts. Non. Quand même. Bon, on vendait pas ça cher. Oui, je me disais pour ça, associé stand BDE et tout. Voilà, et on a, au bout de quelques mois, on a rencontré le troisième larron qui est dans ton dos là-bas. Derrière nous. Ils sont tous là. Laurent Colmagro, qui lui, avec un autre de nos potes, avait monté une association étudiante, une junior entreprise d'informatique de gestion. Et puis c'était 93-94. Moi, j'avais découvert Internet à Boston, mais de loin.
Et je voyais l'effervescence que ça prenait là-bas. Et c'est bien évidemment, les États-Unis sont toujours souvent en avance sur ce genre de questions, et surtout à Boston, à côté du MIT, qui est un peu la maison mère de toutes ces révolutions techno. Et Laurent et Sylvain à l'époque et quelques autres potes, eux, avaient accès à Internet via le Labri, qui était le centre universitaire où ils étudiaient. Nous, on leur a fait leur plaquette et leur identité visuelle avec Jean-Benoît de leur junior entreprise. Puis on s'est dit, mais pourquoi on crée pas notre boîte ensemble en mélangeant nos talents pour faire ce qu'on appelait à l'époque du multimédia. Et c'est comme ça qu'on a créé Inoxia. En 95. On a fait partie des pionniers de l'ère Internet, des débuts, à l'époque où Internet était un Eldorado libertaire. C'était, est arrivé quelque temps après les Creative Commons de Aaron Swartz, et c'est vraiment l'internet que j'ai aimé, qui était vraiment un internet ouvert et libre, qui n'existe quasiment plus, ou alors il faut aller sur le dark web et c'est plus la même chose. Et en tout cas, on a vécu ces débuts qui étaient vraiment passionnants et enthousiasmants. Après les années 2000, avec il y a eu l'avènement de la nouvelle économie entre 98 et 2000, l'éclatement de la bulle internet. Nous, on avait une approche assez artisanale du web, et on n'était pas rentré dans la nouvelle économie avec des levées de fonds complètement folles, irréalistes, qui fait qu'il y a eu plein de cartons et de boîtes qui se sont scratchées de la première ère Internet. Donc nous, on est passé au travers de ça, et il y a plein de boîtes qui sont mortes à ce moment-là, et d'autres sont nées au début des années 2000, les Facebook, les Google. Finalement, les seuls des GAFAM qui a persisté, c'est Amazon. C'est la plus ancienne. Et on n'a pas été véritablement, ça nous a pas intéressé de rentrer dans le moule de cette période Internet où il fallait rentrer dans le monde financier et d'un marketing outrancier, du miroir aux alouettes du numérique. Et à partir du début des années 2000, moi je crois que la bascule, ça a vraiment été 2001 avec les attentats du World Trade Center. J'ai eu un sentiment, comme pour beaucoup de monde, que le monde basculait. Je me souviens moi de la chute du mur de Berlin en 89, qui a été une bascule aussi importante, historique, où on nous a expliqué que c'était la fin de l'histoire, et qui a véritablement ouvert les vannes du néolibéralisme comme jamais, à l'échelle mondialisée. Je me souviens de m'être allé à Berlin au tout début de 1990, juste après la chute du mur. C'était un enthousiasme fou, mais en même temps, 2001, cet enthousiasme s'est refermé. En tout cas, moi, j'ai été persuadé qu'il fallait qu'on se réinvente. Et c'est le début où collectivement, on a décidé de mettre Inoxia sur d'autres voies. Donc notre boîte de web et de communication et de marketing, on s'est dit on peut pas continuer à faire semblant de pas voir que finalement on est le bras armé de la société de surconsommation, nous les communicants. Donc on a essayé de réfléchir à entraîner notre entreprise et surtout nos clients vers une communication plus responsable, qui se posait les bonnes questions. On a essayé de monter plusieurs collectifs, donc comme Avenir localement et un collectif plus national. Et pendant 4 ans, on a cru qu'on pouvait, par le biais de notre rôle de communicant, essayer de faire bouger les lignes. Au bout de 4 ans, en 2005, je me suis rendu compte que c'était peine perdue. C'était trop tôt ou c'est juste... Non, c'était pas trop tôt. C'était que quand on n'a pas vraiment le levier d'action et que c'est nos clients qui l'avaient, ils se servaient de notre copie stratégique pour faire du greenwashing et pas transformer
et pas transformer véritablement leur méthode. Donc en 2005, moi j'ai décidé de créer Évolution, mon incubateur que j'ai d'abord créé seul, avec le pécule que j'avais récupéré de la vente de parts que j'avais dans la boîte familiale de mes parents. Okay. Et en ayant en tête de créer un lieu un peu comme au début ce qu'on avait avec Inoxia dans une vieille salle de sport qu'on avait récupérée, où Laurent, Jean-Benoît, moi et quelques autres on habitait, on dormait dans les vestiaires, et on travaillait dans une des salles de sport. Il y avait la cuisine qui servait d'auberge espagnole. Ouais. J'avais envie qu'on retrouve un peu cet esprit du début qu'on avait finalement perdu au fur et à mesure de la professionnalisation de notre entreprise. Et donc, je me suis mis à chercher un lieu qu'on partagerait avec d'autres, où on ferait, alors on appelait pas ça du coworking à l'époque, mais c'était ça. Moi, j'appelais ça la coopération radicale à l'époque, je me souviens. Et de la coopération radicale avec les autres, avec d'autres entreprises, avec des associations, que c'était de la coopération poussée à outrance sur le partage des espaces, des usages, etc. Et puis j'aime bien la radicalité, je pense que ça sert à transformer les convictions en action. Okay, on en reparlera. Et donc voilà, je cherchais un lieu qui fasse 1500 à 2000 mètres carrés, qui existait déjà, parce que je voulais pas construire un bâtiment, je préférais le réhabiliter, parce que j'étais persuadé déjà à l'époque que l'enjeu de nos villes pour demain, c'est de les réparer, de les réhabiliter, de les réinventer sur elles-mêmes, mais pas de les reconstruire. Même si le capitalisme, depuis plus d'un siècle, a besoin de purges régulières, c'est justement parce que son modèle n'est pas bon qu'il a besoin de purger régulièrement. Et dans ces purges, eh bien, il y a des drames humains indignes. Et c'est bien la preuve que le capitalisme n'est pas une solution pas long terme, viable sur le long terme. Et donc voilà, je voulais créer un lieu qui soit co-créer un lieu qui puisse accueillir cet incubateur, qui puisse accueillir d'autres acteurs associatifs, entrepreneuriaux, et où on puisse partager l'usage et démontrer qu'on pouvait faire plus avec moins et mieux avec peu. Et voilà, et de fil en aiguille, c'était pas 1500 ou 2000 mètres carrés. C'était un peu plus. Ça a été un peu plus. Et puis maintenant, on frise les 50 000 mètres carrés. Voilà. Alors sans le vouloir. Sans le vouloir. Oui, oui, parce qu'il y a, on va parler de la Cube et tout. Donc ça, c'est 2006, si je ne m'abuse, où ils décident de raser les lieux, n'est-ce pas? Après l'avoir racheté. Donc la mairie de Bordeaux rachète la caserne. Alors la communauté urbaine de Bordeaux. La Cube rachète la caserne. Et ça, c'est 2004. Ils rachètent en 2004-2005. Okay. Ouais. Et en 2006, c'est là où ils voulaient raser, et avec les associations et du quartier, vous voulez empêcher tout ça. Alors en fait, en 2006, moi je me renseigne en passant devant, je remarque juste derrière la Spoto, il y a une étrave de bateau en pierre qui sort sur la façade. Et c'est ça qui m'a marqué. C'est cette étrave de bateau. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Je connaissais pas, moi, la caserne Niel à l'époque. Même si je suis issu de la rive droite familialement, mais je connaissais pas bien cette caserne. D'ailleurs, ce côté rive droite, c'est drôle parce que quand vous êtes installé au tout début, c'est déjà rive droite. Ouais, vous étiez déjà rive droite. On a toujours été rive droite. Contrairement à beaucoup de boîtes qui s'installaient déjà dans le centre de Bordeaux. Ah oui, nous on a été à Embarré-la-Grave pendant 10 ans et pendant 5 ans à Senon. Non, pendant 7 ans à Senon. Okay. Donc, on est toujours resté fidèle à la rive droite et on en est fiers. Voilà. Et donc, voilà, j'ai repéré en 2006 le bâtiment, j'ai essayé de me renseigner, et on m'a dit, circulez, il n'y a rien à voir, ça va être rasé, la Cube a racheté pour faire un écoquartier. Okay. Non, pour faire une ZAC d'abord. Il parlait pas d'écoquartier encore. Donc une zone d'aménagement dite concertée. Concertée mes fesses. Et donc il se passe à peu près 1 an encore ou presque où je me prends des portes dans la gueule à chaque fois que je trouve un lieu qui m'a l'air un peu sympa. Ah, donc tu continues de chercher ailleurs. Tu restes pas concentré sur ça pour le moment, tu cherches ailleurs. Exactement. Et en 2007,
j'ai eu un coup de fil de Michel Larucharlu que j'avais croisé une fois et qui m'avait mis sur le grill un peu quand je lui avais parlé développement soutenable. Elle avait cherché un peu à comprendre si c'était sincère ou pas, et je pense que je l'avais convaincu que j'étais sincère. Et elle m'a rappelé quelques mois après. Je l'avais croisée juste avant que Juppé rentre du Québec. Et c'est là où elle m'avait dit, je vous rappellerai peut-être parce que le futur nouveau maire de Bordeaux, c'est comme ça, je crois qu'elle m'avait dit, Alain Juppé, qui va pas tarder à revenir, et il cherche des acteurs s'intéressant à ces thématiques-là. Okay. C'était la fameuse rédemption écologique de Juppé. Et donc quelques mois après, en effet, elle était passée du cabinet du maire à directrice générale de l'urbanisme et de l'aménagement. Et elle m'a rappelé en me disant, voilà, je veux vous montrer un lieu qui est promis à la destruction, mais je me demande si on peut pas en faire quelque chose. Ouais. Et donc c'est elle qui m'a ouvert les premières portes, la première fois les portes de la caserne. Ouais. Et elle m'a montré donc les magasins généraux que j'avais repérés un an et demi avant, et en me disant, voilà, normalement la Cube veut raser, mais moi, je trouve qu'on pourrait faire là un peu ce qui a été fait à Paris dans les... C'était l'entrepôt de la gare du Nord, non? C'est pas ça? Non, c'est les quais Saint-Émilion. D'accord. Ça s'appelle Bercy Village maintenant, les quais Saint-Émilion. C'est vrai que la trame des toitures ici peut un peu faire penser à cette rue des quais de Saint-Émilion, parce que c'était des chais qui accueillaient des barriques dans les deux cas. Ouais. Et elle avait dans cette idée de trouver des promoteurs qui accepteraient de rénover un peu comme là-bas, et puis que nous, on installe notre incubateur. Elle avait en tête qu'on ferait, nous, un incubateur de start-up, un développement durable, avec un peu l'estampille green, mais elle voulait nous marier à des promoteurs. Ouais. Ambitieuse. Ouais, surtout qu'elle ne me connaissait pas forcément très bien. Et on s'entend bien avec Michel. Ouais. On n'a pas toujours les mêmes points de vue sur tout, mais on s'entend bien. Et je lui serais toujours reconnaissant, de nous avoir ouvert la porte, alors que personne ne nous l'ouvrait ailleurs. Et il se trouve que tous les promoteurs de la place de Bordeaux expliquaient à Michel Larucharlu qu'on pouvait rien faire de ces bâtiments, qu'il fallait les raser et reconstruire. Et donc, de fil en aiguille, on s'est heureusement pas marié avec les promoteurs. De toute façon, ça n'aurait pas marché. Et il se trouve qu'au même moment, il y avait la candidature Bordeaux 2013 pour être choisi pour devenir capitale européenne de la culture. Ouais. Pour l'année 2013, mais on était en 2007-2008. C'était l'hiver 2007-2008. Et on a, avec nos amis de Paula, avec Gabi Farage et Mathieu Himer, et Yvan Détraz et quelques autres, la fabrique Paula était pas du tout installée là où elle est aujourd'hui. La fabrique Paula était aussi un joyeux bordel et une joyeuse auberge espagnole dans le passage des Argentiers, je crois. Okay. Dans le vieux Bordeaux, à côté de la place, la place du Palais, tout près de la place du Palais. Ils étaient dans une situation complètement foutraque, mais c'était ça qui était chouette aussi finalement quand j'y repense. Ils étaient dans une situation précaire et ils voulaient trouver un lieu eux aussi. Ils avaient un peu porté leur dévolu sur la caserne Niel. Alors ça plaisait pas du tout à Michel Larucharlu, qui avait eu Gabi Farage comme élève en plus à l'école d'archi. Et Gabi ne partageait pas du tout avec Michel Larucharlu les mêmes visions de l'aménagement urbain. Et pour moi, ça a été une rencontre extrêmement importante, la rencontre avec Gabi. Pendant 2-3 bonnes années, il m'a vraiment nourri
il m'a ouvert à une culture de l'urbanisme résilient, de l'architecture, de la médiation sociale et culturelle, un monde que je connaissais assez peu, mais dans lequel je me suis vraiment retrouvé en termes de valeurs. Et donc, avec eux, avec Paulin, on a décidé de coporter une réponse à Bordeaux, capitale européenne pour la culture, parce qu'en fait, Bordeaux était à la bourre dans les candidatures. Ils avaient répondu un peu tard et il manquait de projets. Donc, ils ont fait un appel à projets citoyens pour remplir les pages. Parce qu'ils avaient, c'était dirigé par une équipe culturelle qui s'était fait accompagner par ce qu'on appelle les cabinets d'ingénierie culturelle et qui avait envisagé des projets pharaoniques comme toujours, qui étaient les projets qu'ils voulaient absolument réaliser. Aucun de ces projets n'a été d'ailleurs réalisé depuis, bien heureusement. Et donc on a été dans les pages du projet, mais un peu pour remplir les pages, quoi. Et au milieu de tout ça, je crois qu'on dit la chance sourit aux audacieux. Et je pense qu'on a été audacieux. Et en fait, on a fait passer notre projet de 1500 mètres carrés à 20 000 mètres carrés. Enfin, 2000 mètres carrés à 20 000 mètres carrés. Et c'est vrai qu'on n'avait pas le pognon pour le faire. On n'avait pas la légitimité a priori, et surtout auprès de l'establishment pour prétendre à ça. Mais certains diraient qu'on a eu la folie de le faire, mais nous, on a eu, je pense, surtout l'audace et le courage de le faire, et en se disant, mais si, on peut le faire si on veut. Et en présentant ça, on a retenu l'attention au moment du jury européen qui était à la fin de l'été 2008. Le jury européen passait dans chaque ville candidate, et la dernière ville qu'il auditait, c'était Bordeaux. Fin août ou début septembre 2008, et le président du jury, Bob Scott à l'époque, était un vieux lord anglais, très british, vraiment, so british, et il était fan de Charles Darwin. Enfin, il s'intéressait beaucoup à l'héritage de Charles Darwin, et il a souhaité voir le lieu, nous rencontrer physiquement et tout. Je sais que ça avait fait grincer des dents dans l'organisation. On l'a accueilli pendant... ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu, son passage à la caserne Niel. On l'a accueilli avec Gabi, Jean-Marc, Mathieu et quelques autres. Et je crois qu'on l'a convaincu. Parce qu'on était passionnés par notre projet. Et oui, c'était un rêve, une utopie. Et le soir, à la réception à la mairie, il y avait je crois qu'il n'y a pas eu loin de 50 000 personnes sur le parvis de la place Péberlan. À cette époque-là, en plus, toutes les collectivités partousaient ensemble pour donner l'impression qu'ils marchaient tous main dans la main, à se faire des bisous sur la bouche, la région et le département, la Cube et la mairie. Pour convaincre le jury que toutes Bordeaux les planètes étaient alignées et que Bordeaux pouvait gagner. Et je me souviens, je passe devant, à un moment donné, je repère que Bob Scott parle avec Juppé. Je me débrouille à passer pas trop loin d'eux, et Bob m'attrape par le bras et me présente à Juppé en anglais, tout ça, en disant, en gros, en substance, à Juppé, je sais pas si Bordeaux gagnera la candidature, mais le meilleur projet de toutes les candidatures, il est chez vous à Bordeaux, c'est le projet Darwin. Il faut absolument que ces gamins, vous les aidiez à réaliser leur projet, parce que c'est le meilleur projet que j'ai vu. Est-ce qu'il y croyait ça fait plaisir déjà. Est-ce que il croyait vraiment que c'était le meilleur projet de tous les projets qu'il avait vus dans toutes les villes candidates? Je suis pas forcément certain, mais en tout cas, je pense qu'il a eu une certaine affection pour notre projet, et il a créé un moment important finalement entre Juppé et nous, parce que Juppé, comme à chaque fois qu'il y a quelque chose qui correspond pas à ce qu'a voulu l'administration et à ce qui est prévu, donc un imprévu,
Juppé a eu d'abord le réflexe de se raidir, comme il sait si bien le faire, en fronçant les sourcils un peu, sans trop commenter. Et finalement, Bordeaux a perdu la candidature 2-3 semaines après. Et on a eu un coup de fil du cabinet en nous disant voilà, Alain Juppé, vous rencontrez. Il nous a reçus dans son bureau, sans un aéropage ni d'élus ni de techniciens. Il nous a dit bon, alors votre truc là, racontez-moi votre écosystème. Et d'ailleurs, jusqu'à la fin, il a buté sur ce mot, en gros, qui pour lui voulait dire que c'était bordélique et que ça correspondait à rien. Mais je crois que le fait que Bob Scott lui dise ça, lui a fait instinctivement comprendre qu'il fallait qu'il ait avec nous une approche directe, certes assez paternaliste, mais utile dans les années qu'on suivit, parce que il a instinctivement compris, et je pense que à cette époque-là, il rentrait du Québec et on nous a vendu dans les journaux que c'était sa révolution écologiste au Québec. Pas du tout. Je pense que ce qui s'est passé au Québec surtout, c'est qu'il a vécu comme Monsieur et Madame Tout le Monde avec Isabelle et Clara, son épouse et sa fille, et je pense qu'ils ont été protégés de la vie, de la dureté de la vie politique française pendant ces années d'exil québécois. Je sais qu'il déblayait avec la pelle la neige le matin pour partir travailler, etc. Là-bas, et je pense qu'il a reconnecté avec les gens là-bas. Et quand il est revenu, je crois qu'il avait une certaine virginité à nouveau de la relation humaine avec Monsieur et Madame Tout le Monde. Je crois que véritablement ces années-là, c'est ça qui caractérise ces années de retour. Et ça nous a permis de nourrir une relation directe, là où habituellement son costume d'énarque, je dirais même son logiciel d'énarque, fait que il était trop souvent éloigné de la vraie vie des gens. Et finalement, donc, son instinct de qui il est finalement au fin fond de lui, quand le logiciel, quand il tombe l'armure, a instinctivement compris que notre projet était sincère, humain, et très certainement qui avait très certainement un intérêt à le laisser fleurir. Et c'est ce qui a caractérisé 6 ans d'avancée constructive, où Alain Juppé a régulièrement tenu la laisse de certains je sais pas comment dire, mais de certains chiens de garde du jacobinisme français qui nous auraient croqué tout cru s'il les avait lâchés, ces chiens de garde. Et je crois qu'il a eu l'intelligence instinctive plus que analytique de les tenir pour faire en sorte qu'on puisse passer. Juppé nous a pas financé dans ces moments-là. Souvent, on nous dit mais Juppé vous a fait des cadeaux, il vous a subventionné et tout. Non, c'est faux ça. On a payé des prix qui étaient les prix de marché quand on a acheté en appel d'offres les magasins généraux. Mais en revanche, il a fait en sorte que certaines administrations qui voyaient d'un mauvais œil un projet un peu alternatif, que l'administration ne l'arrête pas. Parce qu'on contrecarrait le projet de l'administration qui était la ZAC, la zone et si j'insiste finalement sur cette anecdote, d'abord de Bob Scott et finalement des années après, c'est qu'elle peut servir de modèle, peut-être aussi à des élus, pour qu'ils comprennent que c'est eux les patrons, que c'est eux qui ont le choix de l'orientation politique des choses, et que l'administration, elle est là pour servir. D'abord, elle n'est pas là pour se servir, ça, c'est la première chose. Les élus non plus, d'ailleurs, ils sont là pour servir aussi.
mais les élus sont là pour donner le diapason, et l'administration est là pour épauler, est là pour aider les acteurs à réaliser. Et malheureusement, trop souvent, l'administration veut faire à la place des acteurs de terrain. Et je crois que ce qui a caractérisé notre rencontre avec le premier édile de Bordeaux, Alain Juppé à l'époque, c'est ça. Ouais. Et ça a duré quand même jusqu'en 2015. 2015, après, il part dans sa conquête des primaires, un tunnel d'1 an et demi, ouais. avec le résultat qu'on connaît de sa confrontation avec Fillon ouais. À la télévision, et un retour un peu à Bordeaux quand même avec beaucoup d'amertume et cette ouverture qui s'était refermée finalement ouais. Et où il a accepté de capituler face à son administration qui le tannait pour dire bon, ben maintenant un peu comme Sarko avec l'écologie ça commence à bien faire, c'est bon maintenant monsieur le maire Darwin ça commence à bien faire ouais. Et je crois qu'il avait plus envie d'avoir l'énergie, de dépenser l'énergie nécessaire pour affronter son administration sur ce sujet-là. Il a lâché et voilà, c'est comme ça. Moi, je trouve ça dommage. J'ai pas à lui en vouloir ou pas à lui en vouloir parce qu'on a construit quand même pendant 6 ans ensemble. Ouais. C'est dommage relationnellement. J'avais de l'affection pour Alain Juppé. Okay. Il est parti fâché. Ouais. Voilà, c'est ouais. Comme ça, c'est la vie. Et justement, ta relation avec les élus, c'est je t'aime moi non plus ou je ne t'aime pas? C'est je t'aime moi non plus à chaque campagne. Parce que c'est souvent l'impression que c'est quand même souvent de la confrontation. Mais bah non, pas pendant les campagnes politiques. Je sais pas si t'as remarqué qu'ils viennent tous faire leur conférence de presse chez nous à Darwin pendant les campagnes. Et alors pendant les campagnes municipales ou autres, c'est je t'aime Darwin. Et puis après, et ben malheureusement, la réelle politique, je sais pas si c'est la réelle politique parce que c'est en tout cas. Moi j'appelle ça la capitulation au lobby. Okay. Et on va voir ce qui se passe avec la nouvelle municipalité fraîchement élue. En tout cas les premiers mois et les premières déclarations n'étaient pas à la hauteur de leurs promesses, n'étaient pas à la hauteur de leurs déclarations, loin s'en faut. Et voilà. Et ça, tu le vis comment? Parce que t'as quand même, t'as quand même une certaine aura aujourd'hui, on peut le dire. Je le vis avec toujours. Ça fait une dizaine d'années au final que t'as une certaine alors casquette politique, c'est pas le bon terme, mais t'as quand même un impact. Darwin a quand même un impact. Oui, c'est pas moi qui ai un impact, c'est Darwin. Pardon. Darwin est un objet politique. Ta voix porte, en tout cas. Darwin est un commun, ouais. Et ma voix, comme celle de nombreux darwiniens, elle est la voix de Darwin. Et donc, il est hors de question qu'on se taise. Je pense que la démocratie, c'est exercer son droit à la parole, exercer son droit à la critique, ouais. De la même façon qu'on se gêne pas pour nous critiquer. Ouais. Et bien évidemment que les gens ont le droit de nous critiquer, ont raison sur plein de sujets de nous critiquer. On a nos incohérences, nos paradoxes. On est loin d'être pur. Ouais. Et moi, je considère que la pureté n'est pas de ce monde et que le procès en pureté, moi, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire moins pire aujourd'hui qu'hier, moins pire demain qu'aujourd'hui. Ouais. Donc, ma relation avec les politiques, elle est complexe. En tout cas, histoire d'amour en fait alors. Non, mais moi j'essaye d'être fidèle à mes convictions, ouais. Et je crois que la meilleure façon pour moi personnellement, là je parle pas de Darwin, je parle de moi personnellement en mon nom, ma meilleure façon de participer à la chose politique, et moi j'aime bien dire la chose,
la chose, c'est dans la République, il y a le mot chose. République, res, c'est la chose en latin. Et donc la chose politique, la chose publique aussi. Je pense que c'est mon implication dans Darwin me permet de faire de la politique tous les jours, mais pas faire de la politique politicienne. Participer à la chose publique, à la chose politique. Ouais. Okay. Voilà. Et donc forcément, ça me vaut des rencontres. Des échanges, des débats avec les politiques, voire des frictions. Ouais. Et si ça les dérange, si ça les bouscule, j'en suis navré pour eux, mais c'est ça la chose publique, la chose politique. Et quand je reçois des SMS ou des messages où on me dit machin te fait dire qu'il faut que tu arrêtes de dire sur les réseaux sociaux ceci ou cela, je leur dis dites à machin que déjà il ait le courage de me le dire en face. Ouais. Et je lui répondrai que j'ai ma liberté de ton et ma liberté de parole. Voilà. Et ça, c'est plus important que tout. Ouais. Et j'ai envie de montrer à mes enfants que la liberté, il y a rien de plus sacré. Okay. J'allais te demander d'où ça devient justement ce besoin inconditionnel de liberté en fait. C'est surtout ça, au fil des années, d'avoir toujours cette liberté. Ça te vient d'où? Est-ce qu'il y a c'est bien, on sent que c'est quand même bien profond. Je pense que bien ancré dans tes valeurs. Je pense que ça vient de ce que m'a transmis mon papa. Ouais. Il est plus de ce monde. Tu vois, quand tu me poses cette question-là, j'ai un peu on sent l'émotion. J'ai un peu un émoi. Parce qu'il me manque et parce que je crois que je lui dois cette transmission, de se sentir libre, de décider de son propre chemin et d'avoir le courage de ses convictions et en même temps d'être tolérant. Voilà, mon père m'a transmis ça. Il y a des moments, je suis quelqu'un de très passionné. Je pense pas être un exalté, mais je suis passionné. Je suis souvent convaincu, mais mon père m'a aussi transmis l'esprit de tolérance, et c'est, je crois, ce qui me permet dans les combats des fois qu'on a ici à Darwin, de savoir ne pas aller trop loin. Et de toujours réouvrir le débat, la discussion. Voilà, je crois que ça, je le dois principalement à mon père. Ok. On n'a pas parlé pour le coup de Darwin. Qu'est-ce que c'est exactement aujourd'hui? Parce qu'à force de parler, est-ce que alors tu moi peux je nous dis dire, toujours Darwin écosystème à Bordeaux, parce que Darwin c'est un nom qu'on a emprunté et il nous oblige. Ouais. C'est pas il nous appartient pas. Ouais. Ce nom, c'est pas un nom de boîte. Et je refuse de dire que c'est une marque. Ouais. Ce n'est pas une marque. Donc Darwin écosystème à Bordeaux, la meilleure façon de comprendre, c'est de venir s'y balader, flâner, y vivre. Parce que à chaque fois qu'on essaie de l'expliquer, c'est un peu complexe. Okay. Voilà. Donc Darwin, c'est un ovni. Ouais. C'est un ovni par rapport à quoi? C'est un ourni. C'est un objet urbain non identifié. Okay. Voilà. On apprend des nouveaux mots, c'est génial. Et c'est peut-être la meilleure façon de le qualifier, parce que comme ça, on s'emmerde pas à essayer de le faire rentrer avec une étiquette dans une boîte. Okay. Parce que c'est plein de choses à la fois. Ouais. Et moi, c'est ça qui m'a intéressé, c'est d'aller prendre des modèles partout. Et tu t'es inspiré de quoi en fait? C'est vrai que c'est plein de choses. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui viennent à Darwin pour s'en inspirer justement. Mais ce matin, j'étais avec une promotion de l'Institut des futurs souhaitables, et on me demandait quel a été le lieu qui vous a le plus inspiré? Il y en a plein. Okay. C'est comme quand on te dit c'est quoi ta chanson ou ta musique préférée? Souvent, il y en a pas qu'une. Voilà, c'est pareil. Ouais. Il y a
la LX Factory à Lisbonne, le lieu unique à Nantes, mais aussi des lieux crasseux à l'époque où Brooklyn était encore underground. Il y a des lieux en Afrique, au Maroc, des lieux à Bruxelles, une ancienne brasserie. Fabrique de bière à Bruxelles, il y a Temple of, l'ancien aéroport de Berlin. Il y a plein de lieux qui m'ont inspiré, la vieille patinoire d'Arcachon. Donc voilà, c'est tout un tas de lieux. C'est aussi surtout des rencontres humaines. C'est cette rencontre structurante avec Gaby Farage. J'espère qu'on aura l'occasion avec sa sœur, avec Yvan Détraz, son ancien acolyte de Bruit du Frigo, avec Gérald Elbaz et quelques autres. J'espère qu'on aura l'occasion de faire quelque chose pour lui rendre hommage ici à Darwin, à la caserne Niel, parce que la façon dont on a construit cette aventure, on lui doit beaucoup. Voilà. Et aujourd'hui, il est plus là pour le voir. Donc, j'espère qu'on aura l'opportunité de, je sais pas encore comment, de faire quelque chose en sa mémoire et en son héritage. Ouais. Tu peux nous parler de Climax un peu? D'où est venue l'idée? Alors, malheureusement, cette année, ça n'a pas eu lieu, à quelques jours près. Alors, ça a eu... Ah oui, ça, alors... Ouais, ça a eu... il y a eu, en fait, des limbes. Des limbes de la programmation de Climax qu'on a souhaité maintenir. Ouais. On a annulé officiellement pour qu'on nous lâche la grappe. Parce que, en gros, les autorités étaient bien sur notre paletot pour... je pense, il y en avait certains qui se rêvaient de faire un exemple... juste avant certaines annonces très autoritaristes liées à la zone rouge, mais on a quand même fait jusqu'à hier plusieurs conférences, plusieurs visios en ligne, dont une intervention d'Edgar Morin qui a été somptueuse. Génial. Voilà. On a parlé dans l'épisode précédent avec Anne-Sophie Nardi. D'accord. De son fameux livre Impliquons-nous. Bah oui. Donc voilà, on a fait quand même certaines choses. Climax, comment c'est né? C'est d'abord né dans une première rencontre et des déplacements à Calvi, chez mon ami, chez mes amis Serge Auru et Karina Auru, qui faisaient le Festival du Vent à Calvi, qui était un festival assez assez éclectique. Ouais. Et ce festival qui portait bien son nom, Festival du Vent, qui vraiment pollinisait nos esprits. On s'était dit avec Serge, pourquoi on n'en ferait pas un Festival du Vent à Bordeaux? On avait rencontré Juppé avec lui pour ça, et puis on n'arrivait pas à le faire. On voulait vraiment faire un festival qui fasse la place belle à l'écologie et Serge disait même à l'éco-jolie. Cette notion d'éco-jolie, je l'ai gardée en mémoire. C'est lui qui l'a conceptualisé, mais je l'ai gardée en mémoire parce que pour faire écologie, pour emmener le plus grand nombre dans la transition, dans la résilience, il faut faire joli, il faut faire beau, il faut donner envie, il faut donner du plaisir, et c'est parce que c'est ça qui crée l'espérance. C'est pas en faisant la morale. Et donc c'est parti de là d'abord. Et puis en 2014, Surfrider est venu à Bordeaux. On les connaît bien, on collabore souvent et beaucoup avec eux depuis de nombreuses années. Et c'était leur 25 ans. 25 ans ou leurs 20 ans. Tout d'un coup, j'ai plus les dates en tête. Mais je crois que c'était leur 25 ans. Ouais. Pour 2015. Et donc, ils voulaient faire un grand moment, un peu sous forme festival. C'était pas forcément l'idée de créer un festival récurrent à l'époque. C'était un one shot, et notamment avec l'idée de faire pression quelques mois avant la COP21 sur une dimension importante qui était que la COP21 ne prévoyait pas de mettre l'océan autour de la table des négociations de la COP21, ce qui était quand même une hérésie pour un sommet de la Terre
Sachant que l'océan, représente une bonne partie. Si on considère qu'il y a 2 poumons sur Terre, il y a l'océan et les forêts, les steppes, voilà. Et donc c'est né comme ça. Alain Juppé, ils ont rencontré Alain Juppé et son DIRCAB et qui a validé que l'idée était bonne de le faire à Bordeaux. Il y avait Barcelone, Biarritz et Paris en lice. Et Alain Juppé leur a dit mais faut que Darwin vous aide à faire ça. Darwin va. À l'époque, il avait vraiment souvent l'habitude de nous envoyer pas mal de patates chaudes. Et à chaque fois, on se débrouillait pour bien les cuisiner. Okay. Et nous, on a dit, bah oui, Banco, c'est nos potes. En plus, donc voilà. Et on est rentré là-dedans. Ça s'appelait pas Climax à l'époque. Ou Climax, comme on dit. Et donc, on a commencé à travailler à ce projet. Il y avait avec Stéphane Lakshag l'envie qui était le directeur général de Surfrider, le secrétaire général de Surfrider. Il y avait l'envie de faire un moment à la fois festif et à la fois avec du fond. Et nous, à l'époque, avec Jean-Marc Gansil qui était encore chez nous, on avait ce vieux fantasme du Festival du Vent qu'on n'avait pas réussi à mettre en place ici, et on s'est dit bah voilà, c'est peut-être l'occasion de croiser nos énergies. C'est comme ça que c'est né. Moi, j'ai proposé comme nom Climax. Stéphane Lakshag a dit oui, mais il faut qu'on fasse rentrer les océans, donc Océan Climax. Et puis voilà, ça s'est appelé Océan Climax d'abord. Et c'est né comme ça. Alors Surfrider voulait absolument créer une structure pour ça, pour en faire quelque chose de plus c'est pas commercial, mais il voulait en faire un objet pour aller au-delà des frontières françaises, même à une échelle européenne, en faire un outil, un peu de propagande utilisant les voies du marché. Il avait cette idée-là. Moi, j'adhérais pas trop à ça. Je comprenais pas pourquoi on n'allait pas plutôt sur un modèle associatif, mais peut-être parce que moi, je le voyais plutôt vraiment comme un festival. Et puis bon, ça a pas fonctionné. L'attelage a pas fonctionné parce que le Surfrider est une ONG avant tout. Et ce projet qu'avait Stéphane de créer un outil marchand ne correspondait pas au statut tout simplement de cette ONG historique, et du coup on s'est retrouvé à le porter un peu seul finalement après la première édition. Et on a dit c'est pas grave, ça vaut le coup parce que c'était quand même ça a été une sacrée édition, la deuxième aussi, et voilà, on a dit et puis on est passé d'Océan Climax à Climax, et maintenant Océan Climax on le fait à Arcachon. Sympa. En mode kermesse, c'est beaucoup plus petit, mais parce que je suis de là-bas et que j'ai bien envie d'aller bousculer aussi certaines habitudes littorales qui me paraissent être totalement éculées, et le bassin et toute sa zone, toute la zone autour du bassin, son bassin versant, etc., sa zone littorale est dramatiquement abîmée, et que si on prend pas collectivement les choses au niveau des enjeux qui doivent être pris, on va sacrifier ce territoire. Donc voilà, donc Climax maintenant c'est une rencontre annuelle où beaucoup d'activistes se retrouvent, beaucoup de grands penseurs, beaucoup même des guerriers. On a eu la chance d'avoir des grands guerriers planétaires que sont Raoni, il était l'année dernière, Moody Jekepanga, Jane Goodall, Edgar Morin. Voilà, c'est du très beau monde. C'est des gardiens du temple aussi, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'ils nous éclairent de leur sagesse. C'est des gens qui ont traversé l'histoire, et on aime bien écouter ces grands sages
à côté de ceux qui font la transition aujourd'hui, les transitionneurs, les jeunes activistes, les amis de Greta Thunberg qui viennent bousculer nos générations. Et voilà, Climax, c'est faire tout ça au milieu aussi de la convivialité, de la musique, de l'émerveillement. Cette année, ça a été diablement compliqué et on a dû annuler l'essentiel, ou en tout cas le plus gros. J'espère que cette chape de béton qui est en train de tomber et qui va trop loin parce que les injonctions arbitraires et les sanctions et l'oppression qui va avec n'est pas à la hauteur de nos enjeux. Je pense qu'il faut écouter André Comte-Sponville, qui est un de nos grands philosophes aussi. Ce qu'il dit en la matière de la crise du coronavirus est diablement éclairant. Enfin, pas diablement, et sagement éclairant. Plutôt, excusez-moi. C'est d'une lucidité limpide. Rapidement. Il explique que d'abord de tout temps, on a toujours eu à faire face à la mort. C'est notre condition humaine. Et que vivre sans risque n'existe pas. Et que aujourd'hui, pour protéger les populations les plus âgées, on est en train d'obérer l'avenir des plus jeunes. Il cite une citation de Montaigne, pour éclairer ça, qui dit, je crois, en substance, on meurt de ce qu'on est vivant, pas de ce qu'on est malade. Et je crois qu'aujourd'hui, ce genre d'interpellation que André Comte-Sponville vient de faire, depuis le confinement, il en a fait de nombreuses, plusieurs. Et j'espère qu'on l'aura. Il nous a dit qu'il nous ferait l'amitié de venir dans les semaines et mois qui arrivent. Je crois qu'on doit l'écouter. Je crois que nos femmes et nos hommes politiques doivent écouter André Comte-Sponville aujourd'hui et véritablement arrêter de céder à la peur de la responsabilité judiciaire. Parce que c'est ça aujourd'hui qui amène à prendre des mesures autoritaristes, incohérentes en plus, parfois contradictoires. Et on sait très bien aujourd'hui que s'il y a une transmission très importante de ce virus, on voit bien que les conséquences ne sont plus les mêmes que les conséquences de mars-avril. Parce que on a appris, parce que nos médecins, nos scientifiques ont travaillé d'arrache-pied pour mieux comprendre cette maladie et y faire face de manière plus acceptable que ou le confinement ou la chape de plomb qui a lieu aujourd'hui. Donc voilà, je crois que la liberté, la fameuse, la convivialité, la relation humaine, se toucher. On est une espèce qui a besoin de se toucher. Nous sommes des grands singes. Ceux qui refusent d'accepter, de reconnaître que nous sommes des grands singes, d'où Darwin d'ailleurs, se voilent la face. Ce sont des gens qui ne sont pas lucides. Et toutes les espèces de grands singes se touchent pour notamment une chose, faire baisser les tensions sociales. Les bonobos, ils vont jusqu'à baiser pour faire baisser les tensions sociales. Mais des gorilles aux chimpanzés et à d'autres, ils se touchent. Et c'est pas pour rien que dans chaque communauté humaine, eh bien, on se serre la main, on se fait la bise, on se fait les accolades, on se prend dans les bras, on s'épouille les cheveux. Bref. Il y a ce besoin de contact. Ce besoin de contact, il est réduit à néant en ce moment. Et s'il y a des problèmes d'agressivité, d'incivilité, voire d'insécurité plus forts aujourd'hui, il faut pas chercher plus loin. C'est pas en mettant des amendes, c'est pas en devenant garde-chiourme et maître de la sanction qu'on arrivera à trouver la solution. Donc je crois que le chemin qui est pris en ce moment par nos autorités est un chemin nauséabond, est un chemin qui manque soit de lucidité,
soit de sincérité. Dans les deux cas, c'est à déplorer et à dénoncer. Le message est passé, je crois. Je t'avais pas demandé, mais pourquoi t'as entrepris aussitôt ? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre ? Alors, il y a le fait que tu rentres pas dans des cases, je crois. Dans le sens je pense où, que d'être un cancre, ça aide à entreprendre. C'est ce que j'allais dire. Il y a une pub que j'aimais, qui m'a marqué quand j'étais petit et que tu connais pas, t'es trop jeune. Ah. C'est une pub qui était une pub qui disait Guy Degraine, il est aujourd'hui le premier. Et en fait, c'était, on voyait un petit garçon, c'était tourné un peu en mode, tu vois, les choristes. C'était à peu près cette époque-là. Et on le voit à l'école. Il est toujours en train de dessiner dans les marges de son cahier. Il est en train de dessiner des couverts. Donc Guy Degraine, c'est une marque d'art de la table. D'accord. Ok. Alors je sais même pas d'ailleurs si Guy Degraine a vraiment existé ou si c'est une pure fiction. En tout cas dans la pub, fiction ou pas, il était cancre, il se faisait, il se prenait des calottes et il prenait des zéros pointés à l'école. Okay. Et puis à la fin c'était marqué Guy Degraine, il est aujourd'hui le premier. Ok. Ah oui. Bonne pub d'inspiration. Et donc moi j'étais un de ces cancres où on disait régulièrement à mes parents. À l'école que je ferais jamais rien et que j'étais le rebut de la société, quoi. Okay. Et voilà, on a été un certain nombre à vivre ça. Et je pense que l'éducation nationale telle qu'elle est faite aujourd'hui, elle broie des milliers de talents, elle broie des millions de talents. Et elle broie des millions de vies. Malheureusement. Donc moi très vite j'ai réussi à me réaliser finalement et à m'épanouir plus en dehors de l'école que grâce à l'école. Ouais. De quoi t'es le plus fier ? De mes enfants. Très bien. Alors t'es animé, on le sent, mais qu'est-ce qui t'anime au quotidien ? Qu'est-ce qui fait que le matin tu te lèves ? J'ai du mal à me lever le matin. Elle est belle. Mon père se foutait en rogne parce que je traîne un peu au lit le matin. Je me lève pas à 10h du matin parce que de toute façon j'ai pas le choix avec les journées que j'ai. Mais tous les matins c'est dur, quoi. Et j'ai souvent des migraines en plus quand je me lève le matin. Ah merde. Pas cool. Et aujourd'hui c'est ma femme qui me tanne et qui me fait sortir du lit ou ma dernière fille Dune qui vient, elle me dit, elle prend la couette, elle l'enlève, elle dit, je fais comme Papounet. Papounet, c'était le nom, c'était mon père. Et elle l'enlève et elle dit, maintenant tu te lèves. Hein. Voilà. Donc, ce qui me fait lever le matin, c'est les coups de pied au cul. Ok. Bon, on va garder ça. Tu le vois comment l'avenir ? Trouble. Ok. Mais aventurier. Voilà. Parce que toutes les périodes troubles ouvrent la porte aux aventuriers. Et moi, j'essaie de préparer mes enfants à ça. J'essaie de leur dire que tout ce qu'on leur raconte de manière institutionnelle, c'est du flan. L'avenir tout tracé, il n'existe plus. Les diplômes permettant de baliser une carrière, c'est du flan, c'est du bullshit. Et moi, je leur dis que ce qui fera que ils s'en sortiront à l'avenir, c'est l'agilité, c'est la fraternité, c'est la générosité et le partage. C'est s'habituer à avoir moins et à le partager avec plus de monde. C'est s'habituer à réparer, c'est s'habituer à moins consommer, c'est s'habituer à mieux manger, à mieux s'alimenter. C'est s'habituer à accepter l'idée qu'on vivra avec des grandes transformations, des chaos, des violences, et qu'il faudra y faire face. Et qu'au milieu de tout ça, il y aura des renaissances. L'esprit des renaissances, de la renaissance ou des renaissances. Moi, je préfère parler des renaissances. De la même façon qu'il y en a qui parlent de l'effondrement. Moi, je pense qu'il n'y a pas un effondrement qui va arriver. Il y a des effondrements qui ont déjà commencé. Les effondrements sont nombreux aujourd'hui. L'effondrement de la biodiversité, il est en cours. On a consommé
40% des espèces vivantes, ou même plus, je crois, maintenant plus de 50% des espèces vivantes de la planète dans les 40 dernières années. Donc des effondrements, il y en a plein en ce moment, et il y en aura plein à l'avenir. Et face à ces effondrements, il y aura plein de renaissances. Et moi, j'essaye de transmettre ça à mes enfants en leur disant que ces renaissances, elles seront enthousiasmantes à vivre. Bien sûr qu'il y aura des choses difficiles, mais c'est qu'une question de verre à moitié plein et de verre à moitié vide. Voilà. Et il faut avoir de l'optimisme dans le pessimisme. Ok. Parce que j'ai lu à plusieurs reprises, on dit que tu es utopiste. T'en penses quoi? J'en pense que je suis monodien. Plus qu'utopiste. En fait, Théodore Monod, qui était un homme amoureux du désert et qui était un homme extraordinaire, un grand penseur, disait « L'utopie n'est pas l'irréalisable, mais l'irréalisé ». Et je crois beaucoup à cette phrase. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu aimerais qu'on revienne ou quelque chose qu'on n'a pas abordé? Tu te dis quand même, ce serait cool d'en parler. Bon, je sais pas, peut-être qu'on fera un autre podcast. Ouais, écoute, à l'occasion, avec grand plaisir. Ça peut même être une discussion avec d'autres, ça peut être sympa, ça aussi. Et ça marche, le rendez-vous est pris. J'avais un dernier truc, c'est rigolo. On dit souvent que Darwin, c'est un peu bobo. T'en penses quoi? C'est pas Darwin qui est bobo. C'est les gens? Non, c'est certaines personnes qui viennent à Darwin qui sont bobos. Moi, je suis un bobo. Et j'assume d'être bobo. Bobo, ça veut dire bourgeois bohème. Et c'est vrai que je suis pas un bourgeois qui vit de manière très snob. Je vis plutôt de manière bohème. Donc ça correspond bien à ce que veut dire bobo. Et moi, j'assume si on dit que Darwin, ça a été fait par des bobos, je l'assume. Et je me cache pas derrière mon petit doigt. Moi, ce qui me fait rire, c'est quand des bobos disent Darwin, c'est pour les bobos. Alors qu'ils sont bobos eux-mêmes et qu'ils n'ont pas la lucidité de comprendre qu'ils sont bobos. Et que c'est pas si mal d'être bobo. Il vaut mieux être bobo que bobour. Bobour, ça veut dire bourgeois bourrin. Effectivement. Et donc, je préfère être bobo. En revanche, si quand on vient à Darwin régulièrement, on peut se rendre compte que c'est pas que pour les bobos. Les gens qui trouvent refuge ici, qui sont réfugiés, qui sont sans abri, les femmes victimes de violences, qui trouvent un refuge à Darwin quand elles n'ont plus rien, quand elles ont été foutues dehors de chez elles. Les enfants de milieux précaires, fragiles, défavorisés, qui peuvent venir faire du sport à Darwin de manière gratuite même pour certains, ou en tout cas pour 15 balles l'année, s'ils ont la carte jeune de Bordeaux, etc. Tout ça, c'est rendu possible par des bobos qui ont décidé de faire d'une utopie une réalité. Donc à ceux qui me disent que Darwin est fait que pour les bobos, je leur dis restez là dans votre a priori, c'est pas très grave. On continuera à avancer. Le brick Emmaüs qui est là, il continuera à fonctionner. Simplon qui va s'implanter ici pour apprendre à coder à des milieux qui n'ont pas l'opportunité de rentrer dans ce milieu-là, pourront continuer à s'implanter. Et la plateforme d'aide alimentaire et sanitaire qu'on a mené pendant le confinement, pendant que des bobours se confinaient chez eux confortablement, continuera à se faire. Donc, je supporte la critique, elle continuera, et de toute façon, c'est le jeu d'être critiqué quand on fait des choses. Ouais, on est bien d'accord. Je rajoute juste pour terminer, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est que Darwin, quand même, le lieu, 80% des déchets sont recyclés, ça fonctionne avec 100% d'énergie renouvelable, et ça consomme 5 fois moins de CO2 qu'un site classique. 6 fois moins? Ouais. Magnifique. Fallait quand même le dire, parce que quand on vient pas ici, qu'on connaît pas, il y a aussi tout ça. Oui, puis c'est vrai qu'on l'écrit pas partout, on le scande pas. Moi, je préfère l'expliquer au détour d'une conversation. Moi, je suis devenu
quasiment végétarien avec un petit déjeuner que je prenais avec Paul Watson il y a, je crois, 6 ans de ça, 5 ou 6 ans, je sais plus, ici à Darwin. Paul, qui est vegan, m'a pas fait la morale. On était au petit-déj, c'était le lendemain de sa conférence, on était tous les deux, et il me parlait de certains chiffres. Il me disait que 70% des terres arables dans le monde étaient consacrées à l'alimentation pour l'élevage intensif. Enfin, pour l'élevage, pour l'élevage, quoi. De manière générale, il est intensif, malheureusement. Et que si on arrêtait de produire pour l'élevage, donc c'est 70% de terres arables, on aurait besoin que 25% de ces 70% pour nourrir 9 milliards d'êtres humains, si on changeait notre régime alimentaire. Alors, c'est totalement utopique de penser qu'on peut le faire du jour au lendemain, on est d'accord. Ça, mais ça donne la perspective des enjeux. Et ce jour-là, il m'a décidé, sans me faire la morale, d'arrêter de manger de la viande et du poisson, majoritairement. Alors, je suis pas un végétarien pur, parce que je mange des huîtres. Parce que Arcachon quand même. Parce que voilà, je fais quelques incartades. Je suis pas un dogmatique, moi. Mais voilà, j'ai arrêté la viande et le poisson, et ça m'arrive très rarement, mais ça m'arrive de craquer sur une crevette à l'apéro, sur une rondelle de saucisson sec des montagnes quand je suis chez des amis à l'apéro et qui me le tendent, et que je craque. Et j'ai pas honte de dire ça, parce que je pense qu'il faut savoir le dire, pour justement entraîner les autres. Pour pas dire que nous on est purs et vous êtes les vilains, vous êtes des criminels, c'est un crime contre l'humanité. C'est pas comme ça qu'on emmène les gens derrière soi. C'est pas en faisant la morale aux gens. C'était quoi ta question ? Je sais plus. Ça c'est une particularité, c'est que je pose des questions après je m'en souviens plus. Pourquoi tu m'as. Je t'ai parlé de. Mais la réponse était intéressante. Et merde, si je parlais du lieu en lui-même, de sa façon. On parlait d'énergie, on parlait. Merde, c'était quoi ma question ? C'était le CO2, c'était. Ah oui, je te disais que je préférais que je préférais parler des performances que peut obtenir Darwin, exactement, qui ne sont pas idéales, qui ne sont pas pures, qui sont en chemin de progression, et de démontrer que par contre on atteint des performances que souvent les gens n'imaginent pas qu'on atteint, parce qu'on se sent bien ici. Et que finalement, rentrer dans une logique de descente énergétique, de décroissance, de transition, c'est pas si inconfortable qu'on peut l'imaginer en plus. Et alors que si on fait la morale, on braque les gens, et plutôt que de les emporter avec nous dans la dynamique, on en fait des ennemis. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle tu le vois pas écrit partout, tout ce que tu es allé chercher, parce que tu as fait ton enquête et tu es un bon journaliste d'investigation. Merci, je rappelle un peu de pommade à la fin. Merci. Enfin, est-ce que tu as un conseil à donner à quelqu'un qui a envie d'entreprendre ? Bah oui, fais-le. Parfait. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. Merci. Et à très bientôt. À bientôt. Salut. Ciao, ciao. Merci à tous pour votre écoute. Vous l'aurez compris, le meilleur moyen de découvrir et de s'imprégner de Darwin Ecosystem, c'est d'y aller. J'adore sa réponse sur le conseil à ceux qui veulent entreprendre. Fais-le, tout simplement. Lancez-vous, allez-y, testez, écoutez la voix qui vous dit de le faire et faites-vous plaisir. Je vous invite à partager cet épisode autour de vous, à vous abonner depuis la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes ou sur les différents réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pompon, et surtout, d'ici là, soyez curieux, échangez avec un maximum de monde et prenez du plaisir dans ce que vous faites. Bonne semaine à tous!